Et nous sommes live, Marc. Parfait, bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on est très nombreux? Est-ce qu'on est un peu nombreux? Alors, bonjour Mario. On va prendre quand même 2 minutes pour accueillir tout le monde. Je crois qu'on attend une trentaine de personnes. On est une bonne quinzaine. Alors écoutez, on va peut-être se présenter en attendant que bonjour Fanny. Alors Fanny est notre directrice marketing chez Copernic. Voilà. Alors s'il y a plus de gens de chez Copernic intrinsèques, ça va être compliqué. Mais bon, en tout cas, bienvenue. Je vous avoue que c'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait ça. En général, je suis plutôt en conférence avec pas mal de gens. Et donc l'idée de la thématique avant de se présenter, c'est évidemment de mieux exploiter ces données dans le cadre de son CRM pour faire du business, pour augmenter son volume d'affaires. Bonjour Eric. Et on va essayer d'aborder le sujet de manière un peu intelligente. Alors parfois, pour certains d'entre vous, ce qu'on abordera seront de purs rappels, et puis parfois ce sera de l'apprentissage et du retour d'expérience partagé. Voilà. On va peut-être se présenter. Benoît. Eh ben oui, avec plaisir, Marc. Donc Benoît, moi je travaille chez Nomination. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis chez Nomination et qu'on adresse des enjeux de data et de comment la data peut être un levier d'activation business. Donc j'espère pouvoir vous partager un certain nombre de retours d'expérience ce matin. Parfait. Et donc, Marc Benchemoul, je suis CEO de Copernic. Alors, j'ai longtemps été COO, et puis depuis début octobre, je suis devenu CEO. J'aime à dire que ça fait quelques décennies, alors c'est trop, mais bon, c'est comme ça, il faut accepter l'âge. J'ai à peu près 25 ans de création de valeur dans le digital, dans des fonctions diverses autour du sales, du marketing, du e-commerce, du digital, des couches basses, des couches applicatives, SaaS, PaaS, de la data aussi, et puis évidemment du CRM, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. On va vous présenter rapidement Copernic et Nomination, évidemment. Alors Copernic est un des acteurs majeurs du CRM HubSpot, donc l'un des premiers partenaires monde d'HubSpot. Je crois qu'on doit être dans le top 10, et ça pour des raisons de retour d'expérience historique, puisque ça fait 8 ans qu'on existe, de nombre de plateformes déployées, puisqu'on a dû déployer 400 ou 500 plateformes, et puis de qualité de prestation, puisqu'on a un score review qui est proche de la perfection. On a donc déployé pas mal de plateformes depuis des années, dans des secteurs comme l'immobilier, l'industrie, la formation, le digital, l'événementiel aussi, le pur digital, Welcome to the Jungle, Ornicar, etc. Et ce qui nous confère aujourd'hui un bon recul sur les sujets business, notre core business étant la partie sales et marketing de chez HubSpot. Monsieur Benoît, je te laisse la parole. Quelques mots sur Nomination. Donc nous, notre métier chez Nomination, c'est produire de la donnée. C'est un métier qui avant existait pas mal et qui commence à être, on va dire, de moins en moins présent, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que scraper un petit peu LinkedIn et récupérer un peu d'open data, ça suffit. Nous, chez Nomination, notre conviction, c'est que la donnée, pour qu'elle soit actionnable, il faut qu'elle soit raffinée, il faut qu'elle soit structurée. C'est ce qu'on va essayer de partager ce matin. Et aujourd'hui, on met cette data B2B au service de nos clients. On a aujourd'hui un peu plus de 1000 clients. Vous en voyez quelques-uns, ils sont très variés, leurs caractéristiques. Ce sont tous des fournisseurs B2B qui vendent des prestations un peu chères. Donc, c'est-à-dire que globalement, ils visent pas les TPE, mais au moins les PME, les ETI, voire les grandes structures. Et donc, nous, notre métier chez Nomination, c'est de les aider à cartographier les entreprises, à identifier les bonnes personnes et à trouver toutes les bonnes datas pour engager une conversation pertinente avec des clients ou des prospects. Voilà, rapidement, ce que fait Nomination. Parfait. Alors, écoutez, attends, ça marche ou ça marche pas? C'est bon. Pourquoi ce webinaire? Écoutez, c'est vrai qu'on bosse assez étroitement avec Nomination sur pas mal de sujets clients, d'enrichissement de data, de cleaning de data.
On est souvent confronté au même constat, au même questionnement, à savoir, et d'ailleurs, avant de rentrer dans les quelques statistiques, on vous partagera le sourcing de nos stats. La plupart du temps, hein, ce sont des statistiques qui sortent d'études assez costauds, IDC, etc., etc. La première statistique qu'on va vous partager, qui est assez importante, c'est que la grande majorité des entreprises reconnaissent subir des problèmes de qualité de leurs données dans leur propre CRM. Et on verra d'où viennent tout à l'heure ces problèmes de qualité. Alors, je n'aime pas écrire problème sur un slide. En général, je ne mets pas ce genre de mots, mais en tout état de cause, puisque ce sont les entreprises qui expriment cela, on s'est décidé à poser le nom tel qu'il est. Et là, petit bug sur le pourcentage, probablement lors de l'upload du document. La totalité ou la quasi-totalité des entreprises affirment que leur priorité est d'améliorer la productivité des commerciaux. Et quand on sait que l'un des premiers travails, l'un des premiers supports du commercial, c'est d'avoir une donnée claire pour pouvoir l'exploiter au mieux, eh bien, on se rend compte que là, on a une distorsion entre le mal-être de l'entreprise sur la data et puis l'absolue nécessité d'avoir une bonne qualité de data pour exploiter au mieux les rendements commerciaux. Et enfin, le dernier point qu'on sortira ici, c'est que les données, de fait, étant mal structurées, mal qualifiées, mal enrichies, on peut sortir le sujet comme on a envie, eh bien, on a les 2/3 des entreprises qui considèrent l'usage insuffisant. Et pour cause, si j'ai trop de data, qu'elle est mal structurée, mal organisée, eh bien, il y a un moment, mes commerciaux ou mon service marketing décroche et n'arrive plus à exploiter correctement ces données. Donc, ça, c'est pour vous partager ces constats. Et d'ailleurs, est-ce que vous-même, vous rencontrez ces données? Et là, je crois que nous avons un Pierre de chez Nomination qui va nous sortir un magnifique sondage. Est-ce que... Oui, donc c'est dans le petit onglet sondage en bas à droite. Ici. Et je vous invite à soumettre votre vote. Bon, pour l'instant, on fait carton plein, 100% de l'audience nous indique ayant des problèmes. Je peux cliquer dessus sans qu'il se passe quelque chose? Vas-y, clique sur l'onglet sondage. Alors, soumettre votre vote, mais moi je ne me soumets pas, moi. Bon, tu peux soumettre ton vote. Est-ce que ton CRM est parfait, Marc? Non, vous connaissez l'expression, hein, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Donc je mets soumettre mon vote et donc on a un carton plein, évidemment, sur la quinzaine de votes. Bon, écoutez, merci. Ça n'empêche pas, évidemment, que vous puissiez interagir. On est plutôt friendly et appétant de l'échange, quand bien même il y aurait des chats, plutôt que d'avoir un défilé de slideshow sans interaction ou d'attendre les 20 ou 30 minutes pour essayer de l'échange. Donc allez-y, hein, posez vos questions au besoin ou faites vos remarques et on essaiera de rebondir tant que faire se peut. Alors, le dernier constat avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est qu'en fait, on perd quasiment 1 heure chacun à trouver de la data pour essayer d'exploiter et de travailler au mieux. C'est beaucoup. Et pour le coup, c'est une réalité. Donc, et très souvent, si on revient sur le premier constat que les entreprises ont à cœur, 9 entreprises sur 2 ont à cœur d'améliorer la productivité de leurs commerciaux, vous imaginez, hein, si vous démultipliez, si on économise ne serait-ce que la moitié de ce temps-là pour agir sur des interactions clients, à la fois on gagne du temps et à la fois on gagne du business, donc c'est extrêmement important. Alors voilà l'articulation de notre webinaire autour de 3 points. C'est un parti pris, hein, mais qui est pleinement assumé avec Benoît. L'importance des données propres et centralisées, la segmentation qui donc est la clé de l'efficacité commerciale, et ensuite l'automatisation commerciale via le CRM pour atteindre des leviers de croissance. Donc extrêmement important. Alors je précise encore que probablement certains d'entre vous vont se dire bah oui, on sait ça. Je vous raconte une anecdote. J'ai terminé mes études, j'avais 22 ans. J'ai fait un master 2 en marketing digital. J'étais pas mauvais. C'était un des premiers masters. Et puis 10 ans après, je suis reparti
en MBA, le SCP, entrepreneuriat. Et il y avait évidemment une dimension digitale. Donc j'avais l'impression de tout savoir quand on m'a balancé le programme du master, enfin du MBA et le SCP. Et quand je suis arrivé, le fait d'avoir ce regard nouveau partagé dans un contexte nouveau avec une richesse d'intervenants qui était évidemment différente, eh bien, ça m'a clairement ouvert mes chakras sur beaucoup de sujets. Et puis, je suis content parce que j'ai eu mon master entrepreneuriat à la fin. Bon, je vous raconte ma vie, mais je suis comme ça, donc voilà. Donc, il faut faire avec. Hein. L'importance des données propres et centralisées, bah, c'est très simple. C'est que on a besoin d'avoir une qualité de données à jour qui soit clean pour gérer au mieux ces leads et générer de la transformation commerciale. Alors, un point très important, et ça c'est peut-être un des préambules d'ailleurs, c'est que très souvent les données sont silotées. C'est-à-dire que j'ai le marketing qui bosse d'un côté, j'ai le sales qui bosse de l'autre côté, j'ai le service client qui bosse de l'autre côté, et pour un peu, j'ai pas non plus interconnecté tous mes outils, j'ai pas connecté peut-être ma solution de comptabilité, j'ai peut-être oublié de connecter ma solution métier, et in fine, j'ai des données comme ça qui sont silotées, qui ne communiquent pas entre elles, et je crée de la distorsion de data tout seul. Et plus le temps passe, moins ma data est à jour, moins ma data est propre, plus les doublons arrivent, moins elle est normalisée, etc. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur ce point-là, Benoît, mais je pense que tu as grande expérience sur le sujet. Mais clairement, aujourd'hui, on le voit, on intervient assez régulièrement, alors pas sur des déploiements de CRM, ou plus exactement des redéploiements de CRM, hein, des organisations qui ont investi dans un outil, qui quelques années plus tard se rendent compte que l'outil est à peu près inexploitable et qui relancent un nouveau projet. La consolidation de la vision client unique, hein, la fameuse vision client unique, vision 360, c'est clairement aujourd'hui l'enjeu, ou en tout cas une des motivations principales des budgets d'investissement dans le CRM. Donc clairement, la centralisation, clé d'entrée. Après, une fois qu'on dit centralisation, le sujet, il est évidemment pas que là. Si vous branchez toutes vos sources et que vous n'avez pas de gouvernance de données, vous allez rapidement faire face à quelque chose qui est la capacité à exploiter vos données. Concrètement, les trois sujets majeurs qu'on rencontre quasiment systématiquement quand on intervient chez un client. Alors, petite parenthèse, quand on intervient, souvent, on commence par réaliser un diagnostic, un état des lieux. Et on analyse votre base client, votre base de contact, votre base de prospects, votre base marketing, et on essaye de poser un certain nombre d'indicateurs pour se dire jusqu'où vous avez mal dans votre data et jusqu'où le chantier est important. Les 3 points clés que nous on regarde, le premier c'est le taux de doublon. C'est super de vouloir avoir une vision client unique, mais si dans votre CRM vous avez Fnac, Fnac SA, Fnac.com et Fnac Logistique, qui sont 3 entités de la Fnac, mais qui, à la fin de l'histoire, quand vous vendez quelque chose à la Fnac, vous vendez au groupe Fnac Darty. Si vous avez votre information qui est déclinée comme ça sur plusieurs entités, la vision 360, vous ne pouvez pas la voir. L'intelligence d'upsell, cross-sell, vous ne pouvez pas le voir. Bref, premier enjeu majeur de tous les CRM, c'est maîtriser ces doublons. Deuxième point, c'est les données incomplètes. Dans un lointain passé, j'ai sévi comme consultant CRM et je me souviens de mes premières missions où on allait recueillir le besoin auprès de tous les services qui nous donnaient une liste à chaque fois de 5, 10, 15 données hyper importantes à collecter. Donc, on compilait tout ça dans des profils d'entreprise, dans des profils de contact avec des dizaines de champs de qualification sans jamais se poser la question d'où venait la data, qui allait pouvoir la renseigner et était-ce vraiment indispensable? Et aujourd'hui, c'est clairement un enjeu majeur qui est de dire, sur les quelques données clés que vous avez, quel est votre taux de qualification? Est-ce que vous êtes en mesure de piloter votre taux de qualification? Donc, à minima, est-ce que les champs que vous avez identifiés comme étant clés sont bien remplis? Et puis après, il y a le troisième niveau, c'est peut-être le niveau le plus difficile à piloter de soi-même, entre guillemets, ou directement dans son CRM, c'est la pertinence de ce qui est renseigné. Vous pouvez avoir 100% des données complétées, mais si c'est pas les bonnes, si elles sont incomplètes ou qu'elles sont obsolètes, évidemment, ça va être
inopérant pour toute exploitation business. Donc, clairement, premier sujet majeur, et c'est souvent un sujet qu'on adresse lors de l'implémentation de nouveaux CRM, c'est prendre des sources disparates et commencer à les consolider pour avoir une seule vision client. Chaque client a un identifiant et chaque entreprise, chaque contact. Identifier les données clés, les renseigner et puis évidemment s'assurer de leur pertinence. Donc clairement, c'est une étape, cette étape de nettoyage des données, qui est souvent un chantier assez, on va dire, assez peu gratifiant, parce qu'à la fin de la journée, vous vous retrouvez et vous devez avoir des gens dans vos équipes qui se retrouvent à compiler de la donnée sous Excel, sous diverses formes avant de la réuploader dans votre CRM. Mais clairement, aujourd'hui, sans cette étape-là, d'une manière générale, les projets CRM sont souvent voués à l'échec parce qu'on a beau avoir la meilleure mécanique, si à l'intérieur la donnée ne suit pas, c'est compliqué. Ouais. Autre point pour te rejoindre là-dessus, et de la même manière, hein, quand on récupère un CRM existant ou on implémente un système from scratch, on passe aussi, et de consort évidemment avec Nomination, on passe aussi par une étape très précise de cadrage des besoins, de cadrage des interconnexions, des interéchanges de données entre les différents services. On parlait de silotage tout à l'heure. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir une vue et savoir comment ce flux de communication, comment ce flux de data va se structurer de telle sorte à ne pas passer à côté et surtout savoir ce qui est de l'ordre de l'exigence absolue, donc un renseignement obligatoire, de savoir ce qui ne l'est pas, et d'essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas d'écriture dès le lendemain de l'implémentation, de doublons, etc., parce que les équipes ne discuteraient pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Tout à fait. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, je pense que le chantier le plus délicat à conduire, c'est s'assurer de la maintenance de la donnée et notamment de la donnée de contact. Tiens, petite question, Marc, on n'a pas préparé, mais je suis sûr que tu as peut-être une réponse. À ton avis, sur 100 personnes qui bossent, enfin sur 100 cadres qui exercent leur job le 1er janvier 2024, à ton avis, il y en aura combien le 31 décembre qui auront changé de job 30%. En France? Exactement. Le taux de mobilité moyen des cadres en France, c'est 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne faites rien dans votre CRM, au bout de 2 ans, vous avez la majorité de vos données qui sont complètement obsolètes. Et ça, c'est un chantier hyper compliqué à gérer parce que qui est responsable, qui peut prendre, enfin, qui a l'information et qui est responsable de sa mise à jour dans le CRM. Bon, on pourrait passer un webinaire entier sur le sujet de l'alignement sales marketing, mais clairement, la mise à jour des contacts, c'est un enjeu clé pour pouvoir maintenir son CRM. Ouais, encore un sondage, Marc? Oui, ah bah, vous allez voir, hein, il y a plusieurs sondages, mais c'est important qu'on puisse échanger aussi, parce que là, on est plutôt en approche top-down, on parle beaucoup, mais au moins, ça permet de gérer un peu d'interaction. Est-ce que vous avez un partenaire sur justement la gestion de vos données, la mise à jour de vos données, le dédoublonnage, le nettoyage de vos données? C'est extrêmement important. Et comme Benoît le disait, au bout de 2 ans, on a la moitié ou les 2 tiers des données qui sont obsolètes. Au bout de 3 ans, tout est obsolète. 30% de turnover dans les entreprises, 3 ans, merci, au revoir, il n'y a plus d'informations, sauf celles potentiellement qui sont mises à jour par votre force commerciale, mais on sait qu'un commercial, c'est quoi? C'est 30 à 60, 70 clients par an maximum. Si vous avez des milliers de data, c'est pas le sales qui va faire le boulot. Donc est-ce qu'on a les réponses à ce sondage-là? C'est plus partagé que tout à l'heure, puisqu'il y a à peu près moitié-moitié entre des gens qui ont des budgets spécifiques alloués à la data et ceux qui n'en ont pas. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que pour maintenir de la donnée, un ETP est capable de maintenir environ 5000 contacts par an. Donc, en ne faisant que ça à temps plein. Hein. Donc, visualisez un petit peu le volume de contacts que vous avez dans votre CRM pour vous dire quelle est la charge nécessaire pour la maintenance de la donnée. Alors souvent, c'est une charge qu'on ne voit pas parce qu'elle est un peu diffuse dans l'organisation, mais quand on fait l'analyse, cet ETP pour 5000 contacts est globalement quelque chose que l'on retrouve beaucoup chez la plupart de nos clients en termes de coûts de gestion liés au CRM.
Je viens de noter, hein, je viens de rappeler en petite note dans le chat, parce que c'est une information qui est importante. Donc on sait que le TP, globalement, même si c'est pas l'ingénieur d'affaires incroyable qui coûte 100K par an, mais que c'est plutôt un SDR, vous faites le contact, on est à quasiment 6 ou 7 euros du contact, si je calcule correctement, Ouais. à la volée. Exactement. Donc souvent, faire un interne, c'est un peu une fausse bonne idée parce qu'on a l'impression que c'est pas cher, mais en fait, ça consomme du temps de la bande passante à des gens qui ont tout sauf envie de faire ça. Et surtout vous avez tout sauf envie d'allouer un ETP commercial à juste de faire de la maintenance de données. Ouais, on va avancer un petit peu. Oui. La segmentation, alors ça c'est extrêmement important et ça rejoint évidemment le sujet de l'efficacité et du bon paramétrage CRM, mais surtout de la bonne écoute des différents services, sales, marketing, service client, métier, etc. Pour une raison très simple, c'est que si on n'identifie pas votre façon de travailler, vos cibles, vos personas, de manière précise, eh bien, il n'y a pas de business, il n'y a pas de satisfaction client et surtout, il n'y a pas de conversion business. Alors, bien gérer et bien connaître ces données dans le CRM, là encore, hein, potentiellement, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais si je viens comme ça, brut pour point dans votre CRM, je suis persuadé que je découvrirai quelques bonnes idées que tout le monde connaît, mais qui ne sont pas appliquées. Donc, le premier, c'est les données plutôt démographiques qui embarquent la fonction, le secteur d'activité. On a appelé ici l'industrie, la localisation. Ça, c'est déjà un premier step pour globalement avoir des premiers traits. Ensuite, pourquoi? Parce que en fonction du secteur d'activité ou de la localisation, je vais déjà pouvoir adresser pour partie, selon mon organisation commerciale, une démarche. Ensuite, c'est plutôt une analyse importante, qui est une analyse comportementale. Alors, je précise que tous nos CRM sont RGPD compliance, évidemment. Très important. C'est comme l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, tout ça, c'est pareil, c'est RGPD compliance. Et donc, en fait, les données comportementales, très important, historique des interactions commerciales, services clients, marketing, etc. Le trafic, et ça c'est évidemment quelque chose qu'on peut faire quand on a un CRM et un suivi de trafic ou un tracking intégré à votre CRM, peu importe, HubSpot le permet, d'autres le permettent ou le permettre en adéquation. On peut avoir évidemment le parcours du client sur son website. Un website, un client qui mettrait, je ne sais pas, 20 secondes avec un taux de rebond à 70% sur une page de blog, pas foufou. Un client qui resterait 3-4 minutes sur des pages décisives d'information de produits ou de landing, évidemment, là, ça vaut le coup d'aller le traquer. Ensuite, on a des données plutôt contextuelles, et ça, on rejoint évidemment le sujet évoqué par Benoît, qui sont les changements dans l'entreprise. Eh bien, on le sait tous, mais on est tous voués à progresser dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, très très vite, c'est important de mettre à jour ces données. Ah, encore un sondage. Très bien. On a, pardon, hein, mais je vois que Pierre a déjà œuvré sur le prochain sondage. Je ne vois pas les résultats, je ne sais pas qui fait quoi. En gros, on a quasiment la totalité des grandes entreprises qui ont une solution CRM ou CRM ERP, donc interconnectés avec leurs outils métiers et gestion. A contrario, les PME sont à peine un tiers à être dotés d'un CRM. Alors évidemment, est-ce que vous avez du HubSpot, du Salesforce, du Pipedrive, autre ou carrément aucun. Donc si vous êtes une grande entreprise, probablement vous vous êtes trouvé dans la case 9 sur 10. Si ce n'est pas le cas, faites quelque chose. Et puis, si vous êtes plutôt dans le tiers des PME qui n'ont pas, eh bien c'est peut-être l'occasion de... alors, on en a cité 3, parce que là aussi... alors, on n'est pas suivi par l'ARCOM, nous, donc on est tranquille. Globalement, on a quand même une certaine déontologie pour citer, évidemment, plusieurs solutions. D'ailleurs... juste, ouais, avant de juste quelques résultats
Oui. parce que tu ne les vois pas. Le fait que tu aies invité ta communauté de clients, de prospects et de followers sur LinkedIn fait que nous avons une nette majorité d'UpSpot présents dans la salle qui Ah, correspond peut-être pas complètement à la part de non, marché, au taux de pénétration d'UpSpot en France. Je ferme non, la parenthèse. mais merci à tous nos contacts clients ou camarades de se joindre à nous. Et je vois qu'on était 16 au départ, on est 23 maintenant, je suis très content. Petit point que je voulais aborder ce matin. Souvent, quand on parle de données de segmentation, évidemment, les premières données nécessaires sont les données de firmographie, c'est-à-dire de caractéristiques de l'entreprise. Et les deux éléments de caractéristiques qui sont les plus importants, c'est globalement le secteur d'activité et la taille de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a tous le réflexe d'utiliser deux variables clés pour définir la taille de l'entreprise. Selon votre business, vous parlez d'effectifs ou vous parlez de chiffre d'affaires. Globalement, avec ça, on couvre l'essentiel des cas de segmentation. Est-ce que vous avez des gros clients, des petits clients, des moyens, etc. La problématique, c'est que la donnée qui est disponible sur les entreprises, et ça c'est vraiment une caractéristique très spécifique à la France, c'est que la donnée qui est disponible en open data est globalement extrêmement fausse. Deux raisons. La première, c'est que la plupart des entreprises ne publient pas leur bilan. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et la deuxième explication, c'est que même si les entreprises publient leur bilan, elles ne le publient pas de manière consolidée. Ce qui fait que si vous allez sur certains sites qui exposent l'open data, il en existe plein, on va en citer quelques-uns, société.com, Société Info, Papers, et que vous cherchez Generali France, et ben en fait, vous allez vous rendre compte que Generali France est une TPE entre 6 et 9 salariés. Spoiler, il y a à peu près 5500 salariés chez Generali France. Pareil, si vous jetez un coup d'œil sur le chiffre d'affaires de la Fnac Darty, vous vous rendez compte que c'est une petite boutique qui va pas très bien parce que régulièrement, elle tombe à 0 € de chiffre d'affaires et que la dernière fois qu'ils ont publié leur bilan, ils étaient à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Spoiler, ils sont à plusieurs milliards, évidemment. Tout ça pour dire que bien sélectionner ces sources de données est hyper clé parce que c'est pas parce que vous vous branchez sur une API, une source externe, que le job de segmentation est fait. En synthèse, nous, ce qu'on recommande, et en tout cas ce qu'on est capable sur lequel on est capable d'intervenir chez nos clients, les données de segmentation essentielles, c'est les données qui vont vous permettre d'agir concrètement sur l'entreprise, le secteur d'activité et sa taille. Et là, essayez d'être le plus opérationnel possible. N'essayez pas d'aller chercher l'euro de chiffre d'affaires, n'essayez pas d'aller chercher les 5232 collaborateurs, mais essayez plutôt de créer des segments dans votre business, petit, moyen, gros. En vrai, ça suffit déjà largement à analyser ses ventes, à cibler et à agir. Selon votre business, vous allez aussi pouvoir rajouter des éléments clés. Nous, par exemple, chez Nomination, un de nos éléments clés, c'est le modèle d'affaires des prospects. Puisqu'on ne vend que à des entreprises B2B, cette information est clé dans notre ciblage, dans notre segmentation. Également, on se branche avec certains CRM et pas tous. Donc, le CRM du client, du prospect est aussi une information clé. Donc, prenez des informations que vous êtes, un, capable de sourcer, et deux, qui ont un impact direct sur votre business. Ce qui est le plus étonnant, c'est la faible niveau de segmentation des profils contacts. On a tendance à mettre un maximum d'efforts sur les données de joignabilité, mobile, ligne directe, email évidemment. On collecte le titre de la personne et puis c'est tout. Sauf que quand vous faites du ciblage, essayez de cibler des directions marketing en allant taper juste des mots-clés en fonction du titre de la personne, c'est quelque chose d'assez pénible. Et donc, il y a deux éléments clés qui sont indispensables. C'est une fonction normée, dans quel job se positionne la personne, et quel est son niveau hiérarchique. Le nombre de fois où on voit des entreprises qui ne font pas l'effort de faire cette qualification et qui, au final, adressent de la même manière dans leur campagne de communication, dans leur action sortante, le CMO du chargé de marketing. Alors, le chargé de marketing est peut-être important pour vous, mais si vous avez la chance d'avoir le CMO d'une belle boîte identifiée dans votre CRM, identifiez-le de manière spécifique, évidemment. Et puis ensuite, n'hésitez pas à aller chercher des éléments complémentaires. Mais en vrai, avec 4 informations clés, secteur, taille,
fonction et niveau hiérarchique, on peut déjà commencer à créer des segments d'audience pertinents parce que vous allez pouvoir créer des choses où finalement vous allez pouvoir parler spécifiquement aux gens en fonction de la réalité de leur secteur, de la réalité de leur taille de boîte. Le patron d'une PME a évidemment pas du tout les mêmes enjeux que le directeur marketing d'un grand groupe. Ça a l'air évident quand on en parle, ça a l'air évident quand on fait du sales parce qu'on est en unitaire. En vrai, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre CRM, vous êtes capable d'identifier facilement ces deux audiences, ces deux populations, et d'être capable derrière de faire des actions marketing segmentées? OK pour moi. Un petit point aussi très important en bas à gauche sur les données spécifiques du business. Évidemment, de qualifier c'est du B2B, B2C, c'est très important. Mais surtout de savoir si c'est une entreprise indépendante ou filiale pour une raison très simple, c'est que si vous avez un CRM intelligent, alors je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais en tout cas HubSpot le fait, vous pouvez aussi cartographier vos comptes et identifier très très vite la pression commerciale, la pression marketing que vous allez mettre sur une entité versus une autre entité. Et est-ce que vous avez la même approche ou une approche homogène, en tout cas dans la totalité du groupe? On sait très bien qu'un use case dans une des filiales permet très très vite de remonter et très souvent, là aussi, c'est des données qui ne sont pas toujours mappées. On va avancer parce qu'on est un peu, on est un petit peu court. Écoute, je te laisse aborder ce point. Ouais, on a déjà pas mal parlé. Souvent, on a tendance à vouloir faire de la segmentation très sophistiquée, alors que au final, le premier niveau de segmentation, c'est d'être juste capable de créer des audiences qui soient pertinentes et qui partagent les mêmes enjeux. Ça viendrait normalement jamais à l'esprit d'un commercial d'adresser de la même manière le DAF d'une ETI industrielle et le directeur digital d'une start-up de la tech. Évidemment. Tout simplement parce que les enjeux de ces deux profils sont différents. Même les enjeux d'un directeur, d'un DAF, d'une ETI industrielle qui est dans sa boîte depuis 20 ans, et les enjeux d'un DAF d'une même ETI qui vient d'un Big Four et qui vient de rejoindre cette ETI sont évidemment distincts. Donc, pour moi, la bonne segmentation, c'est celle qui permet d'agir. C'est pas celle qui fait juste joli sur les slides. Et donc ça veut dire, à partir de votre business, trouver des cas d'usage, trouver des angles d'accroche, et ensuite vous traduisez ça par segmentation. Donc les personas, évidemment l'étape du cycle de vie. Il n'y a rien de plus pénible que d'adresser un contact que vous imaginez prospect, mais qui en fait fait partie d'un groupe qui est client. Ça ne s'adresse pas du tout de la même manière que si c'était un vrai prospect. La segmentation comportementale, Marc en parlait. Oui. Aujourd'hui, on est capable de traquer beaucoup de choses. Ensuite, il faut pouvoir, si vous traquez mais que vous n'en servez pas, autant ne pas traquer. Donc, essayez d'imaginer des scénarios. Alors, on a tous en tête un scénario, par exemple, assez simple anti-churn. Un de vos clients qui passe sur votre page CGV, conditions de résiliation, plusieurs minutes, normalement, ça devrait générer une énorme alerte rouge au responsable du compte en disant attention, il est en train de se passer quelque chose. Donc voici des éléments très concrets, très opérationnels, et une fois de plus, la segmentation doit être au service du business et pas juste pour faire joli sur les slides. Ah, voilà, un nouveau sondage. Est-ce que Pierre a déjà œuvré? La data est-il plutôt traitée par votre service marketing, le département commercial ou carrément un service CRM spécifique? Je pense que le numéro 3 est plutôt adapté aux très grands groupes. Dites-nous, ça nous intéresse. Alors, moi, j'avoue, Marc, que j'aurais presque, de manière un peu taquine, proposé un quatrième choix, personne. Ah, c'est bien. Personne. Est-ce qu'il y a personne? Est-ce que vous pouvez nous mettre ici, là? Alors, personne. Choix 4. Est-ce qu'on a des choix 4 ici? Personne. Bon, en l'occurrence, notre audience est plutôt sur, et ce qui est normal, le marketing, puisqu'aujourd'hui, le département qui consomme le plus de data, parce que segmentation, parce que campagne, parce que vision un peu plus analytique, ça reste le marketing. Et c'est aussi probablement lié à la surpondération, on va dire, d'HubSpot, qui est quand même, malgré tout, un outil un peu plus marketing que sales, encore aujourd'hui. On est d'accord. Le point 3 qu'on va aborder, on va essayer de tenir le délai sur l'automatisation des actions commerciales comme levier de croissance.
Aujourd'hui, on a des CRM qui nous permettent d'engager de l'interaction avec les clients de manière assez automatisée, et pour autant, sans que on soit dans la grosse machinerie outbound, et que ce soit très intuitif. On reçoit tous des messages assez ciblés, plutôt discutionnels, et donc on va voir un petit peu comment on organise cette approche-là. Alors déjà, le pourquoi, je vais enfoncer des portes ouvertes pour des raisons très simples. C'est que si je demande à un commercial d'adresser des sujets tous les jours, de manière répétée, est-ce que tu as envoyé tel email à tel contact, etc. Alors, sur les business en cours, tout le monde le fait, objectivement, tout le monde le fait. Sur les business qui sont un peu moins chauds, ou à horizon 6-9 mois, quand vous avez un cycle de décision de 2-3 mois, ben là, ça commence à devenir un peu moins bon. Et puis, pour le coup, si un client vous dit, bah, j'aurai un projet l'année prochaine, pas en 2025, en 2026, là, pour le coup, il n'y a plus personne. Donc, évidemment, c'est à la fois une approche systématique, du gain de temps, une réactivité, de la personnalisation. Là encore, hein, le bonjour commercial est un peu plus précis dans la personnalisation, puisque si on a bien renseigné son secteur, on va être capable d'aller chercher du use case, on va être capable d'aller chercher un peu plus d'informations ciblées, soit sur la position ou la fonction métier de la personne, soit sur son secteur d'activité, soit sur la taille de l'entreprise. Mais globalement, le commercial aura du mal à agréger systématiquement toutes les informations, donnant le bon use case à la dernière minute, le bon secteur, etc. Alors qu'on sait très bien qu'avec les workflows qui vont bien, nos super CRM savent le faire. Personnalisation des interactions grâce à la donnée enrichie. Et là, on en parlait évidemment avec Benoît. Le sujet, c'est de traquer le fait, en croisant la qualité de la donnée, donc exemple évidemment avec nomination, en enrichissant ces données, mais en enrichissant surtout le comportement et en adaptant les scénarios. Bon, c'est ce que j'ai un peu préempté dans le slide précédent, c'est ce sujet-là, mais sachant qu'on est un petit peu en retard sur nos délais. Et puis, alors là, très important, parce qu'une fois qu'on a de la data, une fois qu'on a de l'engagement, une fois qu'on sait bien traquer nos sujets data, etc., il reste quand même un point extrêmement important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là tout le vrai sujet, hein, souvenons-nous de la thématique, bien exploiter ces données CRM pour faire du business. Dixit, des opportunités commerciales. Et ben, en tout état de cause, on doit, une fois qu'on a des leads, en fonction de leur état, alors moi j'en ai rajouté un qui s'appelle EQL Unqualified. Bon, tout le monde me dit qu'est-ce que c'est que ce truc Unqualified. En gros, c'est le fourre-tout du lead. Ensuite, on a MQL, on a SQL. Globalement, l'assignation automatique des leads, eh bien là aussi, on ne va pas assigner le lead à la même personne en fonction de la maturité du lead, en fonction du secteur d'activité, en fonction de son découpage et de sa logique commerciale. L'autre point, c'est évidemment les tâches de suivi, on en a parlé, extrêmement important. J'ai engagé un lead, je dois absolument m'imposer une rigueur, soit par des relances, soit par des tâches qui sont déjà séquencées, qu'on a déjà prévues, de telle sorte à aller au bout de nos affaires et être efficace. Donc, si on fait tout ça correctement, on a gagné du temps, on a un CRM propre, on a des leads qui sont là et qui sont globalement davantage là, puisque on perd moins en efficacité CF une bonne data, et on convertit plus. Est-ce que, et je crois que c'est le dernier sondage, est-ce que vous automatisez correctement votre travail commercial? Tout le monde dira peut-être oui, je suis sûr que non. Eh ben, écoute, les gens sont relativement honnêtes puisqu'on est à 80% sur du non. Peut-être un mot sur l'espoir de l'IA sur l'automatisation des tâches. Est-ce que pour de vrai aujourd'hui c'est quelque chose qui peut fonctionner, ou pour l'instant ça reste encore un petit peu, allez, on va le dire, de l'annonce marketing? Alors, j'ai passé 2-3 jours à Londres. Alors pour le coup, c'était un événement spécial HubSpot
qui s'appelait donc le Grow HubSpot, croissance HubSpot, et tout le focus concernait évidemment l'IA, pour ne pas nommer la solution Breeze, au service du business. Je pense qu'il y a deux sujets et deux réponses dans ta question. La première, c'est est-ce que l'outil fonctionne? Est-ce qu'il est intuitif? Est-ce qu'il est performant? La réponse, en tout cas sur ce sujet-là, de l'engagement du travail commercial et d'ailleurs marketing, la réponse est oui. Est-ce que pour autant, nous, Pékin Moyen, sommes parfaitement en phase pour engager toutes les possibilités de l'IA dans notre quotidien? Il y a encore du chemin, il y a beaucoup de travail sur le sujet, beaucoup d'acculturation à l'IA en ce sens. Donc oui, les supports et les moyens existent, à nous de travailler en ce sens. On parlait d'automatiser le travail commercial. L'automatisation du travail commercial dans les CRM, c'est quelque chose qui date quand même de quelques années. Et si 8 personnes sur 10 n'en sont pas là aujourd'hui encore, imaginez l'IA. À mon avis, on est à 99% des gens qui ne se servent pas encore de l'IA. Toujours est-il qu'il y a un temps d'adoption. On sait très bien, dans notre matrice, on a les early adopters, et puis les suiveurs, et puis tout ça, alors, donc ce questionnaire est là. Daniel, je réponds. Alors, difficile aujourd'hui de dissocier le marketing et le sales. Pour moi, le growth fait sens dans toutes les entreprises. Analyser la data de ses users et s'adapter en sales, c'est se rendre agile pour mieux closer. On est parfaitement d'accord, Mario, très clairement. La relation implicite entre, et on parlait de désilotage au départ, évidemment, le sujet, c'est d'interconnecter les services de telle sorte à ce qu'ils ne soient pas silotés, on en parlait au tout début. Avant de penser à tous ces sujets data, site optimisé, pour la conversion n'est-il pas une priorité? Alors, oui, c'est une des variables, Mario, pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où on va capter de la data, faut-il encore qu'elle soit de qualité et que les leads soient de qualité. Et l'optimisation de la conversion, c'est-à-dire avoir une landing qui convertit à 2-3% et pas à 1,5%, évidemment, c'est extrêmement important dans l'équation. Après, il faut définir quel est le ratio des leads apportés par le site versus la data que vous avez au global. Le canal inbound website est un des canaux. Il y en a d'autres, on sait. On a parlé de nomination sur la partie data, donc on peut, selon les différents modèles, en tout cas, on peut acquérir de la data sur des flux d'abonnements et l'enrichir. On a de la data métier historique, on a de la data qu'on a peut-être pu scraper, on a de la data salon, on a de la data inbound, on a de la data partenaire, on a de la data dans tous les sens, et la partie inbound website est un des leviers. Donc oui, si elle est déjà captée correctement, c'est une bonne chose. Oui, si on a un bon taux de conversion, c'est une bonne chose. Oui, les CTA sont parfaitement indispensables, et surtout le tracking associé, très clairement, hein, puisque sans tracking, on est un peu à l'aveugle dans un CRM. Donc voilà, pour répondre à ces questions. Alors, ouais, moi j'ai juste un point un point de vue légèrement différent, Daniel. Ça dépend vraiment de la profondeur de votre marché. Si vous êtes sur un marché un peu profond, TPE, PME, oui, la stratégie inbound, site performant, parfait. Par contre, si vous êtes plutôt dans une logique ABM, gros poisson, et que vous voulez engager plutôt des décisionnaires sur ces boîtes-là, n'attendez pas à ce que le directeur digital de je ne sais pas quelle entité de VMH vienne sur votre site pour vous découvrir. Non, il faut aller vers lui, il faut être plutôt en sortant. Donc, oui. Le sujet de la pertinence et de faut-il mettre d'abord son budget sur un site performant ou est-ce qu'il faut mettre son budget sur de la data d'acquisition? Je pense que ça dépend beaucoup du segment de marché que vous voulez adresser. On est d'accord. En deux phrases, même en quatre, petite métaphore, la data est le carburant de votre CRM est le pilote de votre data, et je te laisse les mots de la fin, Benoît. Et surtout, ouais, est-ce qu'on a le bon carburant? Il y a
et une fois qu'on a le bon carburant, est-ce que vous avez le bon pilote? C'est vraiment les deux sujets majeurs. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne remet en question la pertinence d'avoir un CRM et les besoins d'investir dans un CRM performant pour structurer son développement, piloter sa croissance, piloter son portefeuille client. La prise de conscience du contenu du CRM, donc la data, est pour moi pas encore complètement là. On a tendance à mettre beaucoup plus de moyens dans l'acquisition des licences, des licences du CRM, dans la personnalisation, dans le branchement, et c'est normal et c'est important. Mais par contre, on l'a vu, il y a encore aujourd'hui, je pense, un manque et sur le fait de faire exister des budgets data pour pouvoir investir dans son CRM. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, trouver le bon pilote, parce que la gouvernance de la donnée, c'est aussi une manière de résoudre la problématique de l'alignement entre plusieurs équipes, notamment sales, marketing, mais des fois aussi support, et même entre les sales, entre les équipes acquisition, les équipes feed, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux. Et s'il n'y a pas un pilote qui gouverne la data, tout ça aura du mal à fonctionner. En général, s'il n'y a pas le pilote dans l'avion et si on n'a pas le fuel, ça ne marche pas. Exactement. Bon, bah super. Merci beaucoup, Benoît, en tout cas, de ton expertise et de ton retour d'expérience. Clotilde, bonjour, merci à tous les deux. Eh ben, avec plaisir. Je suis de mon côté sur la partie outbound et nous sommes à la recherche d'un outil enrichir Mage, notre CRM HubSpot. Quels sont pour vous les critères de succès d'un outil? Alors, je vois plusieurs éléments ici. Je suis à la recherche d'un outil pour enrichir. Écoutez, nomination, on peut évidemment discuter de tout ça avec nomination. Parfaitement. Les critères, Clotilde, c'est la couverture. Est-ce que vous voulez adresser, quel segment de marché vous voulez adresser? Dans quel scope géographique? La donnée c'est quelque chose d'éminemment local. Il n'y a personne qui sait fabriquer correctement de la donnée sur multi-continents, multi-pays. Donc, la couverture géographique, le type de segment de marché que vous allez adresser, la profondeur de la donnée, et puis, malgré tout, même si on l'a dit, la capacité à être RGPD conforme, il ne suffit pas de le dire, il faut un peu le démontrer, notamment si vous gérez des entreprises d'une certaine taille, ça devient des enjeux sur lesquels il ne faut pas trop rigoler. Excellent résumé, Marc. J'essaye. C'est mon côté consultant. On parle souvent d'un enrichissement en cascade. Alors aujourd'hui, l'enrichissement en cascade, c'est surtout utilisé pour aller collecter des éléments de joignabilité, email, mobile. Oui, ça peut être un sujet, mais c'est souvent un sujet entre guillemets de fin de workflow. Avant de vouloir enrichir l'email et le 06, il faut trouver la bonne personne. Avant de trouver la bonne personne, il faut s'assurer qu'elle travaille dans la bonne structure. Donc, pour moi, il faut avoir une approche un peu structurée. D'abord les entreprises, puis les contacts, puis les éléments de joignabilité. Et selon vos enjeux, ça peut être un seul fournisseur ou ça peut être plusieurs via des workflows. Et ça tombe bien, HubSpot est plutôt bien fichu pour la gestion des workflows. On essaye. On est dans le let's talk là. D'autres questions peut-être, j'imagine. Alors. Quand je vois le nombre de participants en train de réduire, je pense que l'appel du déjeuner a commencé. Marc? Tout à fait. Probablement. Donc, nous avons Émile de Head4Screen, nous avons Eric de CETD Immobilier, Isabelle, DG Promo, etc., etc. Allez-y, c'est le moment. On est là. Émile, très bien. Je crois que c'est... oui. Ouais. Mais Head4Screen, ça me dit quelque chose. Que recommandez-vous lorsqu'on a pris beaucoup de retard sur la Mage? Dans CRM, alors je vais vous recommander quelque chose qui fera horreur à tous les gens qui ont des CRM. Supprimez vos données.
Ne pensez pas que l'accumulation compulsive de données dans un CRM est gage de pertinence. Une donnée qui est inactive, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'interaction avec le prospect depuis plus de 6 mois, plus de 12 ou 24 mois si c'est un client, c'est globalement une donnée que vous pouvez considérer comme obsolète. Donc, le bon réflexe, c'est commencer par faire maigrir votre CRM, parce que vouloir rattraper le temps perdu, 30% d'obsolescence par an, imaginez, mettez-vous plutôt en situation de gérer le flux, quitte à, par moment, abandonner le stock. À partir de quelle taille d'entreprise un CRM de type HubSpot est-il intéressant? Alors, je vais vous répondre de manière extrêmement précise et segmentante. On peut commencer à bosser sur HubSpot à partir de quelques users jusqu'à quelques milliers d'users. Tout dépend évidemment de la structure de votre organisation. Tout dépend en tout état de cause de votre besoin. Il y a des besoins qui sont des besoins les premiers élémentaires, et puis de fait d'une organisation peu complexe, on peut aller vers des variables HubSpot qui sont plus complexes, et donc avoir besoin d'une licence plus fournie en termes de fonctionnalité. Et pour le coup, de manière, je pense que le sujet, c'est peut-être d'en parler en off ici, mais globalement, voilà, vous pouvez travailler sur quelques users, quelques dizaines de users, et il y a des licences qui sont des licences starter, des licences qui sont un peu plus costauds, pro, et des licences enterprise, et ça sur l'ensemble des variables. Merci beaucoup. Daniel, on a fait de notre mieux, c'était une première. Des liens possibles avec Sage, tout à fait. Je pense que d'une manière générale, la plupart des CRM, pour ne pas trop prêcher pour ma paroisse, bossent avec Sage. Et évidemment, HubSpot s'interface très très bien avec Sage depuis des petits Sage 30 jusqu'aux solutions les plus complexes. Donc oui, parfaitement, Isabelle. On peut interfacer avec du Sage, on peut aussi interfacer parfois avec du Pennylane. On a même été chercher de l'interfaçage de gestion sur de la S400, donc ouais, on peut faire beaucoup de choses. Et Sage, je crois qu'il doit y avoir des connexions relativement natives. Merci beaucoup, Daniel. Avez-vous des conseils pour éviter d'abîmer un nom de domaine? Conseillez-vous de jongler sur plusieurs domaines? Est-ce possible dans HubSpot? Alors là, je vais vous donner une réponse de marketeur, parce qu'il m'est arrivé aussi d'être marketeur. J'ai bossé pendant 10 ans dans l'e-commerce. Le premier conseil, et Benoît ne me contredira pas, c'est d'avoir une donnée propre, une donnée qui est opt-in, puisque à partir du moment où vous avez une donnée sale, vous allez engager de l'outbound sale. Vous allez avoir beaucoup de retours négatifs d'email. J'essaye de ne pas rentrer dans une sémantique compliquée, mais grosso modo, vous allez avoir des retours négatifs. Plus le taux d'aboutissement des emails est faible, plus nombreux sont les retours négatifs, plus vous vous mettez en danger sur évidemment votre nom de domaine. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir plusieurs noms de domaine? Ça peut être une des stratégies. Toujours est-il que vous perdez de toute façon à un moment une connexion dans votre chaîne de valeur pour une raison très simple, celle du tracking. Donc le mieux réellement, et je pense que Benoît ira dans mon sens, c'est d'avoir une approche propre de vos données. Qui dit propre dit beaucoup d'écueils, et puis aussi responsable. C'est-à-dire que le but n'est pas de spammer tous les jours vos prospects. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez personnalisé, d'assez ciblé, et qui est largement permis par votre CRM. Est-ce possible sur HubSpot? Oui, c'est possible de segmenter. Ensuite, est-ce qu'avoir ne ferait pas un peu doublon? Un ERP HubSpot. Alors, tout dépend de ce que vous avez dans HubSpot. Si vous avez que la partie marketing, très clairement, elle va être complémentaire de l'ERP. Si votre ERP est structuré comme une brique sales, pourquoi pas, si tant est que vous n'ayez pas besoin, outre mesure, on parlait de personnalisation, on parlait de messages adressés de manière segmentée. Très objectivement, peu sont les ERP qui ont cette intelligence de ciblage, cette intelligence de segment, de workflow, d'automatisation. Et tout à l'heure, je citais AS400, mais on travaille avec d'autres. Malheureusement,
Quand on a un ERP, c'est plutôt un outil de gestion transverse. Ensuite, il faut voir ce qu'on peut faire, quelles sont les imbrications. On peut toujours imbriquer un tel vers un tel et faire en sorte de créer du lien. Doublon, sur la partie marketing, sûrement pas. Sur la partie sales, tout dépend de vos attentes. Est-ce que vous avez besoin ou non de ciblage, de personnalisation, d'automatisation? Mario, toujours. On vous écoute, Mario. Et je pense que ce sera probablement une des dernières questions, Marc, puisque je vois que le temps file. Oui. Et notre audience aussi. 12h26. Alors c'est bien, j'ai pas à cuisiner ce midi. Ma maman est passée ce week-end, enfin ce week-end hier. Elle m'a ramené une super purée, donc je suis très content. Je vous raconte ma vie, mais merci pour la réponse. Effectivement, n'est pas très workflow friendly. Exactement. Parlons-en. Je pense qu'on se permettra de toute façon de vous adresser à chacun un court email de remerciement et de satisfaction. Et le cas échéant, vous pourrez rebondir dessus si vous avez des questions plus précises ou des besoins particuliers. Voilà. Merci Jimmy. beaucoup, Marc. Ah, on a un dernier commentaire de Jimmy qu'on connaît. Avec plaisir, Jimmy. Bonne journée à tous. Bonne journée. Alors, je ne sais pas qui coupe l'événement, c'est pas moi. C'est moi. Au revoir. Super, au revoir.